Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là, effectivement, malgré l'été, comme l'a dit Lounès, parce qu'effectivement, on a un peu moins de monde, mais il reste la crème de la crème. Aujourd'hui, on a un épisode un peu orienté Lightning, vous avez peut-être vu au titre, puisqu'on va parler dans un premier temps des wallets Lightning custodiaux, donc ceux où les utilisateurs n'ont pas leur clé privée. Et d'un en particulier qui, à notre sens, est assez intéressant et en gros est le moins pire de tous les wallets custodiaux et devrait en théorie être celui vers lequel les autres wallets convergent, s'ils veulent bien faire les choses en tout cas. Ensuite, on parlera de Lightning communautaire, puisque l'équipe qui est derrière Bitcoin Beach, donc Bitcoin Beach étant l'initiative qui a tout commencé avec Bitcoin au Salvador, donc sur un petit village côtier du pays. Et donc cette équipe de Bitcoin Beach a publié une série de recommandations sur comment répliquer cette expérience ailleurs si d'autres personnes veulent le faire. Donc évidemment, c'est pas quelque chose de complètement fixe. C'est voilà, c'est plus ce qui a marché à Bitcoin Beach, pourquoi ils pensent que ça a marché, et voilà quelques suggestions pour d'autres projets qui voudraient faire des expériences similaires. Et enfin, Lightning en tant que marché de capitaux. Donc ça, c'est un essai qui a été publié il y a quelques jours, je pense, que vous pouvez retrouver sur le tweet d'annonce du Space, euh, et qui en gros analyse tout ce qui est la courbe des taux sur Lightning. Pourquoi est-ce que maintenant on peut définir une courbe des taux, pardon, alors qu'avant c'était beaucoup plus compliqué de le faire, et quelles sont les potentielles implications de tout ça. Voilà, donc si ça vous va, on peut commencer. Ça vous va pas aussi d'ailleurs. Donc on peut partir sur le premier sujet peut-être, sur Simple Bitcoin Wallet, sur les wallets custodiaux, quelle est la différence de Simple Bitcoin Wallet avec la plupart des autres wallets custodiaux, voir un peu ce que ça inspire à tout le monde. Donc pour faire une rapide introduction, Simple Bitcoin Wallet, c'est un wallet Bitcoin et Lightning euh, et qui, donc pour la partie Bitcoin, est vraiment relativement classique, c'est-à-dire que vous avez vos 24 mots, vous avez votre clé privée sur le téléphone, vous utilisez voilà, le wallet Bitcoin traditionnel avec des adresses, etc., etc. Et cetera. Et pour la partie Lightning, c'est un wallet custodial au sens où là, vous n'allez pas gérer directement les canaux à proprement parler, vous n'avez pas la clé privée de ces canaux. Et, euh, Simple Beacon Wallet utilise un type de canal Lightning assez particulier qui s'appelle les hosted channels, donc les canaux hébergés, qui sont en fait des canaux qui sont jamais backés par des vrais fonds on-chain. Donc c'est des canaux qu'on ouvre, mais un peu de manière virtuelle, sans vraiment faire une transaction d'ouverture on-chain. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les fonds, ils sont jamais vraiment partagés entre les deux protagonistes du canal. En fait, les fonds sont complètement détenus par la personne qui vous fournit le canal. Donc, en l'occurrence, ça peut être, par défaut, c'est l'entité derrière Simple Bitcoin Wallet, mais ça peut être d'autres personnes, c'est ça qui est intéressant, on en discutera. Et donc, ça veut dire que comme c'est custodial, la contrepartie peut très bien partir avec votre argent et vous ne pourrez plus le revoir. Mais la grosse différence avec tous les autres wallets custodiaux, comme Wallet of Satoshi par exemple, c'est d'une part que si cette personne fait ça, vous avez quand même moyen de prouver qu'elle vous a bien floué, alors qu'avec d'autres wallets, à part prendre des screenshots de l'interface utilisateur qui montrent que vous aviez 20 000 Satoshi et qu'après vous les avez plus, vous pouvez pas faire grand-chose, et un screenshot, ça ne prouve pas tant que ça. Alors que là, vous avez vraiment des preuves cryptographiques que vous étiez censé avoir euh, tant de fonds, et que l'entité qui vous louait le canal est partie avec. Et aussi, vous avez aussi euh, des avantages en termes de privacy. On en reparlera aussi. À la fois en privacy quand vous envoyez et aussi en privacy quand vous recevez de l'argent sur Lightning. Donc voilà, de nets avantages par rapport au wallet custodio classique. Ce qui fait, voilà, à mon sens, et je sais que John partage ce constat, ce qui fait que Simple Bitcoin Wallet, pour moi, c'est vraiment le prototype de ce à quoi devraient essayer de ressembler tous les wallets custodiaux dans le futur. Pour le temps, on aura besoin d'eux, parce qu'effectivement, c'est souhaitable qu'à terme, on n'ait plus besoin de wallet Lightning Custodio, mais en attendant, c'est quand même ce qu'il y a de moins pire aujourd'hui.
Voilà, je sais pas si quelqu'un... Ouais, vas-y, John, ouais. Ouais, ouais, non, mais tu as bien dit. Les wallets custodiaux, donc ils ont un risque de contrepartie qui est assez fort, qui se découpe en trois parties. Bah, le fait de pouvoir se barrer avec le pognon, ça c'est celui qui est le plus palpable. C'est celui de connaître bah, la balance du wallet. Et le troisième, c'est le fait que comme c'est lui qui compute la route pour payer, et ben donc il peut, s'il le souhaite, censurer les paiements. Et ce que fait les Hosted Channel, c'est qu'en fait, ils retirent les deux derniers problèmes, puisque d'une part, quand l'invoice qui est créé, il est bien créé par Simple Bitcoin Wallet, et en plus, il a une double particularité, c'est qu'à chaque invoice en destination, il va créer en fait des fake adresses, ce qui fait que si on récupère les invoices parce qu'ils ont été publiés sur Twitter pour un giveaway, ce genre de choses, et ben à chaque fois, on va avoir des destinations différentes. Alors que si vous utilisez votre propre adresse ou celui de votre nœud que vous avez sur Umbrel ou ce genre de choses, bah, on peut récupérer cette adresse et puis on peut retrouver bah, les, comment dire, les canaux qui ont été ouverts. Et on peut même aller plus loin, on peut essayer de tenter d'identifier par cluster l'entièreté des sommes qui sont liées à un nœud. Donc, publier un invoice sur Twitter ou sur les réseaux publics, c'est peut-être pas forcément l'idée la plus juste. Alors pour l'instant, le risque il est assez nul, mais à terme, ça peut devenir embêtant. Et donc là, du coup, effectivement, ce risque-là, bah, il n'existe plus. D'autant qu'à chaque invoice, c'est un nœud enfin, c'est une adresse différente. Et à chaque channel, donc on peut ouvrir plusieurs hosted channels, et ben on va également avoir des adresses différentes. Donc c'est d'autant plus intéressant. C'est d'autant plus intéressant encore que ces hosted channels, ben en fait, ils n'existent pas on-chain, et donc on ne peut pas les probe. C'est le problème des channels qui sont non publics. Donc on peut les probe. Alors, c'est pas forcément évident, mais ça peut se faire. Alors que les hosted channels, bah, ils n'ont pas d'existence réelle, donc on peut faire ce genre de choses. Et l'autre chose, c'est que lorsqu'on paye avec Simple Bitcoin Wallet, c'est le wallet qui fait le compute de la route. Et donc, d'une part, il n'y a pas besoin il n'y a pas le risque de contrepartie de, se, de dépendre du calcul de route. Pardon, du calcul de route. Et en plus, bah, celui qui fournit le hosted channel, il connaît pas la destination, donc il peut pas le censurer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, pour terminer avec ce wallet, c'est que il est, à mon sens, comme dit Fanny, ça devrait, enfin les wallets custodiaux, type Blue Wallet par exemple, devraient tendre là-dessus. D'autant que si un wallet, il peut très bien avoir plusieurs hosted channels. Et donc, bah forcément, ça limite les risques de contrepartie. Ça limite un peu les risques de contrepartie parce qu'on a plusieurs chemins à emprunter. Et donc, si on se connecte à plusieurs nœuds, bah, théoriquement, on limite un peu ce risque. Donc, Carrément. je Bah, pense que ouais, j'ai fait un peu. je pense, carrément, ouais, Alors, t'as fait le un bon truc tour, là. ouais, juste le contrepoint qu'on peut lui donner, c'est qu'en fait, ces hosted channel, ils ramènent un spectre euh, qui, qui court un peu chez les bitcoiners, c'est que bah, c'est des hosted channel IOU, pardon. Donc c'est comme si c'était de la dette. Et forcément, ça fait pas plaisir. Mais fondamentalement, quand on y pense, les wallets custodiaux, bah, c'est exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas de hosted, enfin il n'y a pas de channel en tant que tel. Donc c'est marrant parce que quand on entend parler la première fois de hosted channel, ça nous fait plus peur que les wallets custodiaux. Alors que dans le fond, je trouve que c'est une amélioration significative. Et puis en plus, pour des wallets un petit peu simples, pour recevoir je sais pas moi, des faucets, tout ce genre de choses, pour onboard quelqu'un facilement, bah, ça peut être un wallet temporaire. Et, euh, et puis après, on peut très bien envoyer sur un wallet un peu plus sérieux, type Phoenix ou même son propre nœud. Clairement.
Peut-être parce que je sais pas si du coup, comme on est, je pense qu'on peut être allé un tout petit peu vite pour Ouais, expliquer pardon, et être ouais. sûr que tout le monde capte bien de quoi on parle. En gros, un hosted channel, le flow, enfin, donc ce qui se passe typiquement, c'est que vous allez arriver, par exemple, sur Simple Bitcoin Wallet, vous pouvez appuyer sur un bouton pour demander un hosted channel, donc un canal hébergé auprès d'une autre entité. Donc ça peut être Anton, donc, qui est le développeur de Simple Bitcoin Wallet, ça peut être quelqu'un d'autre. Et on en parlera après de ça, c'est assez intéressant. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette personne, ensuite, donc, vous envoyez la requête et elle va pouvoir vous ouvrir un canal donc, virtuel, un canal hébergé, avec un certain nombre enfin, un certain montant, une certaine capacité dans le canal. Et les fonds seront au début du côté de la personne qui vous fournit le canal. Donc c'est un très bon moyen aussi d'avoir de la liquidité entrante. Et on le sait, l'un des problèmes, l'une des choses assez difficiles à avoir sur Lightning, puisque vous avez de la liquidité sortante facilement en ouvrant un canal vous, mais pour en avoir un entrant, il faut que quelqu'un ouvre un canal vers vous. Et donc ce canal hébergé, il est virtuel au sens où effectivement il n'y a pas de transaction Bitcoin pour l'ouvrir. Et donc au début, c'est pas très grave parce que tous les fonds sont du côté de la personne qui vous a ouvert le canal. Donc il ne peut rien vous voler puisque tous les fonds sont déjà de son côté. Mais par contre, dès que vous commencez à recevoir des paiements, en fait, ce qui va se passer, c'est purement comptable. Mais si vous recevez 10 000 Satoshi, eh ben, la personne qui vous fournit le hosted channel va recevoir 10 000 Satoshi et va router le paiement sur le canal virtuel jusqu'à vous. Et donc, vous allez avoir 10 000 Satoshi de votre côté du canal. Ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que, en fait, pour de vrai, ce canal n'existe pas, il est virtuel. Et donc, les fonds, ils sont, du point de vue cryptographique, on va dire, contrôlé par la personne qui vous fournit le hosted channel. Et c'est à ce moment-là qu'il peut, s'il le souhaite, ben, partir avec la caisse et vous, vous n'avez plus rien alors que vous deviez avoir 10 000 Satoshi. Donc c'est vraiment ce point-là qui est le point de contention. Mais comme l'a dit John, le truc très intéressant, c'est que en fait, vous n'êtes pas obligé de dépendre de un seul fournisseur de hosted channel. Vous pouvez en fait accéder à un ensemble de fournisseurs différents. Et donc, par exemple, par défaut, c'est le développeur de Simple Bitcoin Wallet. Mais hier, j'ai pu demander à John d'ouvrir un hosted channel vers moi. Et donc maintenant, j'ai deux hosted channels dans l'application. Et donc, si jamais un jour celui du développeur de Simple Bitcoin Wallet arrête de fonctionner, ben, j'ai celui de John et vice-versa. Et donc, ça me permet de minimiser ma dépendance envers un seul acteur, avec cet autre avantage qui est que ben, on n'a pas eu de transaction d'ouverture on-chain, donc ça a coûté zéro à moi et à la personne qui m'a fourni le site channel. Et donc, par exemple, comparé à des applications comme Phoenix, où ben, forcément, comme là, on va faire une transaction d'ouverture on-chain, eh ben, ça va coûter des pépettes. Et en plus, le fait qu'il n'y ait pas de transaction on-chain, ça fait que le niveau, pas vraiment, on ne peut pas détecter qu'un paquet a été ouvert. Et si à ça, on ajoute bah, tout ce que tu as dit, John, le fait que pour chaque paiement, on utilise en fait une adresse virtuelle, euh, virtuelle euh, pour l'invoice, donc pour le paiement, bah là, niveau privacy, c'est top aussi. Je pense quand même que du coup, la personne qui gère le canal par lequel on passe pour le paiement, donc le canal hosté, du coup, elle sait quand même qui est le destinataire du paiement, mais c'est tout, et le reste du monde n'a aucune idée de où vous êtes sur le réseau. Euh, donc voilà, je sais pas, John, si tu veux rebondir, ou quelqu'un d'autre, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, si y a des trucs qui n'ont pas été très clairs. Euh, Peut-être rajouter, c'est que ça introduit, mais c'est pas eux qui l'introduisent en fait, mais ça met en évidence la liability des Lightning Service Providers. Typiquement, moi, voilà, je suis en train de tester sur mon nœud principal, enfin, un de mes deux nœuds, un hosted channel avec Core Lightning. Alors, ça vous branche peut-être, hein, les hosted channels. Sachez quand même qu'actuellement, il faut soit Eclair, donc qui est l'implémentation de A5, ou Core Lightning avec un plugin qui est développé par, alors je ne sais pas si je peux encore dire son nom, mais bon, c'est un développeur que j'apprécie beaucoup, et donc si vous suivez un peu, vous trouverez peut-être qui c'est. Et donc ça, comme je disais,
ça met en lumière la liability des Lightning Service Providers qui existent déjà hein, quand on utilise des wallets comme type Phoenix ou ce genre de choses. L'idéal, c'est d'avoir son propre nœud, probablement. Ça n'empêche pas d'avoir ce type de wallet pour des choses de moindre importance, recevoir des faussettes qui, sur Twitter ou ce genre de choses, sans complètement éclater enfin, le pseudonymat de votre nœud Lightning. Carrément. Et en fait, la comparaison avec des wallets comme Phoenix ou Breeze, par exemple, elle est intéressante parce que typiquement sur ces wallets-là, quand vous arrivez pour la première fois, vous envoyez des fonds, vous recevez des fonds soit on-chain, soit par Lightning. Ce que ces wallets vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir automatiquement un vrai canal entre leur nœud et votre nœud sur votre téléphone. Et Simple Beacon Wallet, c'est quasiment la même chose, c'est juste que le canal est virtuel et donc il n'y a pas de frais à l'ouverture. Mais la grosse différence pour moi, c'est aussi que sur Phoenix, par exemple, quand vous allez recevoir des fonds et que l'app va automatiquement ouvrir un canal, le canal il sera forcément entre A5 et vous. Et il n'y a pas de moyen de spécifier un autre fournisseur de liquidité. Pareil sur Breeze. Et après, c'est compréhensible parce que c'est ce qui leur permet de récolter des frais et donc de financer tous les développements qu'ils ont fait. Mais je trouve que ça serait intéressant. C'est même pas que ça, hein. Ouais. Enfin, là, c'est un aspect, mais ils le font parce que l'expérience de Phoenix a été développée, enfin, est pris en charge par A5 nativement, les swaps qui sont pas atomiques, etc. Enfin, le nœud d'A5 et Phoenix fonctionnent ensemble. C'est pas qu'une question de pognon, quoi. Ouais, mais je pense que ça serait possible de faire communiquer les nœuds de d'autres fournisseurs de liquidités avec l'application A5 en standardisant tout ça pour que ce soit possible d'avoir une marketplace de fournisseurs plutôt que de dépendre sur un seul fournisseur. La standardisation sur Lightning, c'est quelque chose de compliqué, hein, comme tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, A5, c'est pas les plus mauvais à ça, il me semble. Mais effectivement, c'est un bon point. En tout cas, voilà, c'est là aussi notre différence. On le redit avec les hosted de channels, c'est qu'en tout cas, voilà, c'est possible aujourd'hui d'avoir accès à toute une marketplace de fournisseurs de liquidités pour pas dépendre uniquement d'un seul fournisseur. La contrepartie, c'est que du coup, plus il y a de choix et plus il y a de possibilités peut-être de se faire arnaquer en choisissant mal. Mais c'est ce qui arrive naturellement et on verra sûrement une espèce de marché basé sur la réputation qui va émerger. Et je pense que ça sera assez intéressant. C'est un gros compromis quand même, hein, le côté custodial, mais qui est quand même, je trouve, contrebalancé par pas mal d'autres points. Ouais, 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 en plus, bon, clairement, des hosted channels, des fournisseurs, il doit en avoir deux, je pense. Celui de Simple Beacon Wallet et probablement le mien. Non, enfin, il doit en avoir un peu plus, mais je ne connais pas des masses. Non, pour l'instant, c'est pas du tout public. Enfin, c'est pas, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de vrai marketplace. Tu peux aller et voir un peu qui est là et qui ouvre quelle capacité de canal, etc. Mais bon, voilà, je pense qu'on en est. Enfin, bon, ça viendra peut-être un jour. Et voilà. Et puis le fait que, enfin, comment dire, tu vois, ça vient, il y a Eclair, il y a Sea Lightning, c'est assez cool quand même. Il y aura peut-être un truc LND un jour. Et la possibilité que, enfin, le fait que chacun puisse devenir fournisseur de liquidité, c'est assez cool aussi. Bon, il faut un peu de skill, mais voilà, enfin, on retrouve le côté très ouvert de Lightning, je trouve, qui est vachement important. Enfin, et de Bitcoin de manière plus générale aussi. Euh, voilà pour ce premier sujet. Moi, perso, je crois que j'ai un peu fait le tour. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose. Si vous avez des questions, pareil, ou envie d'intervenir, n'hésitez pas. Le Ou dire bouton en qu'on bas à gauche ou est là dire, pour ça. ou dire qu'on est des gros shitcoiners à promouvoir des Satoshi à you, quoi. Vous pouvez le dire aussi. Ouais, ouais, On accepte. carrément. Amusez-vous bien. Et sinon, on va lentement glisser vers le deuxième sujet, qui fait un peu écho à un sujet qu'on avait eu la semaine dernière. Donc le sujet de la semaine dernière, c'était les Fedimint, qui est un moyen de créer
des espèces de communautés Bitcoin où en gros la custodie était partagée par un certain nombre de membres et où à l'intérieur de cette communauté on pouvait échanger off-chain et où c'était possible aussi de relier différentes communautés grâce à Lightning. Là aujourd'hui on parle de Bitcoin Beach. Donc Bitcoin Beach c'est un peu l'expérience d'économie circulaire basée sur Bitcoin qui a eu lieu sur une plage salvadorienne à El Zonte. Et moi, où je t'entends pas Euh, là? ah ouais? Je sais pas. Personne m'entend? Là, tu m'entends toujours pas? Si vous m'entendez, faites une petite réaction emoji, s'il vous plaît. Ok, je vois les waves de Dolu. Merci, donc je suppose qu'on m'entend. John, t'es revenu. Est-ce que tu m'entends? De loin? Ok. Ok, ok. Moi, j'espère que ça va s'améliorer. Euh, Ah, ouais, vas-y. Non? Ok. Du coup, j'en étais, oui, à cette sorte de communauté. Donc, Bitcoin Beach, c'est voilà, c'est cette expérience qui a été commencée autour de Bitcoin. Donc, l'idée était de créer une économie circulaire qui fonctionnerait sur Bitcoin, dans un petit village au Salvador. Donc, un village un peu délaissé, avec un taux de pauvreté assez élevé, voilà. Mais qui était quand même un lieu qui attirait un peu de tourisme quand même, grâce notamment à ces belles plages et à la pratique du surf sur place. Et donc l'idée, c'était vraiment de dire comment est-ce qu'on fait pour que ce tourisme qui commence à être un peu, enfin à être assez important, quoi, il profite à la communauté locale plutôt que aux étrangers qui possèdent les deux gros hôtels de la zone. Et une des idées, ça a été de se dire, mais peut-être que Bitcoin peut aider parce que bah, c'est une monnaie sans frontières. Donc les touristes ils seraient peut-être intéressés par l'idée de payer en Bitcoin et ça pourrait permettre aux commerces locaux d'attirer les touristes et de faire naître bah, un début d'économie circulaire entre bah, les commerces locaux et les habitants, etc., etc. Et donc on sait qu'aujourd'hui que ça a plutôt bien marché puisque ça a débouché sur, entre autres choses, bah, l'adoption du Bitcoin comme monnaie ayant cours légal au Salvador. Et l'expérience Bitcoin Beach, a très bien fonctionné. Donc ils ont leur propre wallet qui justement est un wallet communautaire au sens où la custodie des fonds est partagée entre certains membres. Et pareil pour le côté Lightning, ils utilisent une infrastructure Lightning partagée, donc ils ont un certain nombre de canaux qui sont utilisés par toute la communauté plutôt qu'avoir chaque personne qui soit obligée d'avoir ses propres canaux. Euh, et donc ça a été développé par Galoy, dont on a déjà parlé, je crois, une ou deux fois déjà dans l'entonnoir. Euh, et donc l'idée, c'est que ils ont sorti, on pourrait appeler ça un livre blanc. Donc ils ont baptisé ça les bubbles, donc les bulles, qui sont en gros quelques suggestions pour des gens qui voudraient faire des projets analogues ailleurs, ben, d'éléments qui ont bien marché pour Bitcoin Beach, qui ont contribué au succès de l'initiative. Euh, voilà, donc on trouvait ça intéressant d'en parler. Globalement, en fait, les choses vraiment qui ressortent de ce que j'ai lu, c'est que ce qui aide vraiment et ce qui est indispensable, c'est d'avoir déjà en fait une action sur place qui est pas forcément directement reliée à Bitcoin. En gros, il faut vraiment bah, avoir des gens qui sont insérés dans la communauté locale, qui comprennent quels sont les problèmes, qui, euh, qui agissent déjà sur place et sans que forcément ce soit lié à Bitcoin de base. Et ensuite voir si Bitcoin naturellement peut permettre d'améliorer certaines dimensions. Plutôt que d'essayer le pire pouvant être ben, d'essayer d'insérer Bitcoin au forceps dans un truc parce qu'on a envie
parce qu'on pense que c'est une bonne idée, alors qu'en fait, ça l'est pas forcément. Et puis ensuite, il y a plein de considérations sur par quel côté attaquer toute la partie acculturation, toute la partie éducation. Ce qui ressort, c'est que en fait, l'activité qui était là initialement présente, c'était pas mal de soutien scolaire, d'accompagnement des enfants. Et en fait, ça a aussi fait un super catalyseur parce qu'en gros, les enfants étaient assez ouverts à Bitcoin, à tout ça. Et c'est ensuite eux qui les ont expliqué, qui ont expliqué tout ça à leurs parents. Et donc, ça a permis ensuite de faire foisonner l'expérience et, euh, et de faire circuler à la fois la connaissance et les premiers Satoshi qui ont circulé à Elzonte, puisque en fait, la structure qui s'occupait des enfants avant leur permettait de s'investir localement aussi en faisant on peut appeler ça des travaux d'intérêt général. Donc, ça pouvait être du nettoyage de la plage, ça pouvait être des petites réparations sur la route, ce genre de choses. Et en fait, pour ces tâches-là, ils ont commencé à voir si les enfants étaient intéressés pour avoir une petite gratification en Bitcoin plutôt que de le faire complètement bénévolement. Et ensuite, ça a permis en fait de montrer aux commerçants locaux que ben, regardez, eux, ils ont des bitcoins, ils aimeraient bien les dépenser. Est-ce que vous êtes chaud pour accepter Bitcoin? Et comme ça, les commerçants sont aussi rentrés dans la boucle et ça a commencé à amorcer une économie circulaire. Et les deux autres points moi, que j'ai trouvé intéressants, c'était de. Il y a un point qui est sur tout ce qui est financement, qui était en gros, ben, il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs, il faut commencer par avoir un truc, une dynamique réelle en place, et après les financements viendront tout seuls, plutôt que de commencer d'abord par la recherche de financement et ensuite l'action sur le terrain. Ce qui se tombe sur le sens, mais qui est utile à rappeler. Et ensuite, un truc qui peut être un peu contre-intuitif, c'est que il faut pas avoir peur de fournir plein de possibilités pour les personnes de échanger leur Bitcoin contre une autre monnaie. Parce qu'on pourrait se dire, bah non, moi je veux essayer de démarrer une économie circulaire autour de Bitcoin dans cet endroit-là. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit un peu compliqué quand même pour les gens d'échanger leur Bitcoin. Et ce que ça fait, en fait, c'est que les gens, du coup, ont l'impression d'être un peu prisonniers de ça. Et du coup, la première occasion qu'ils auront de convertir une partie de leur Bitcoin pour des dollars, par exemple, bah, ils la saisiront. Alors que si, au contraire, vous mettez en place un bureau de change qui ne prend pas de frais, voilà, quelque chose vraiment pour la communauté et qui est là, qui est disponible, bah, les gens, ils savent qu'ils peuvent convertir s'ils ont envie à tout moment. Et donc, il y a beaucoup moins cet effet de sentiment d'urgence à se dire il faut que j'en sorte une partie parce que j'ai pas confiance. Il y a un mec qui m'en a parlé il y a 2 semaines, mais je connais pas tant que ça. Et là, je peux peut-être convertir une partie en dollars. Voilà pour ces quelques rappels, enfin, pardon, ces quelques considérations. Je sais pas si quelqu'un d'autre a eu le temps de regarder ou veut réagir. Je vois qu'il y a Gloire aussi. Je sais pas si ça t'inspire un commentaire par rapport à l'initiative que tu as démarré toi de ton côté. Voilà, n'hésitez pas. Ah ouais, carrément, Gloire, pendant tout ton pitch là, je pensais à ce qu'on avait organisé, quoi. Ouais, du coup, bah, super présentation. Je te remercie d'avoir fait l'effort d'avoir bah, survolé l'ensemble de ce qui avait été écrit. J'ai pas grand-chose à dire. C'est vrai que ça tourne assez sous le sens. Et je trouve que ce Rex, en fait, qui a été fait, bah, va être utile pour Bootstrap éventuellement d'autres communautés. C'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière avec Seedmint. On voit apparaître bah, des communautés. Et donc, c'est plutôt assez intéressant. Pour en revenir à ce qu'on disait là sur les hosted channels, bah, d'une certaine manière, les hosted channels pourraient rentrer dans ce cas d'usage. Plutôt que d'avoir du custodial, bah, avoir des hosted channels, probablement que ce serait un peu mieux, euh, même si fondamentalement ça changerait pas grand-chose. Carrément. Bah là, je crois que ce qu'ils ont fait du côté de Bitcoin Beach ressemble plus à une forme de Fedimint, de ce que j'ai compris de l'architecture de Galoy, enfin du wallet proposé par Galoy, où voilà, il y a un certain nombre de personnes qui sont en charge de la custodie
des fonds et donc qui sont aussi en charge de la gestion des canaux Lightning et qu'ensuite, après, tout le reste de la communauté utilise ces canaux pour les paiements, ce qui permet de profiter d'être interopérable avec l'entièreté du Lightning Network et de pas juste pouvoir commercer localement. Oui, oui, non, mais les hosted channels, du coup, enfin, ils s'inscrivent Ouais, complètement ouais, là-dedans. carrément. Ça fonctionne. Gloire, gloire, c'est ton moment, c'est à toi, allez, allez. Ouais, ok, merci pour la parole. Évidemment, je ne sais pas déjà s'il faut que j'intervienne, pour quel point, mais juste pour donner le contexte à ceux qui ne le savent pas, au Congo, nous avons lancé il y a maintenant plusieurs mois un projet similaire à celui de Bitcoin Beach au Salvador, et le nom du projet c'est Kivé Clair. Et en gros, ce que nous faisons, c'est que nous faisons des dons aux plus démunis via le Bitcoin. Et nous avons démarré cela avec les victimes d'un volcan dans la ville de Goma, au Congo. Et moi, ce que je dirais par rapport à l'expérience sur terrain, c'est qu'évidemment, il faut laisser les choses évoluer naturellement. Parce que nous, par exemple, on a été face à des gens qui n'ont jamais entendu du Bitcoin, parler du Bitcoin, et des gens qui n'ont même jamais utilisé un smartphone. C'est que euh, souvent, les choses sont difficiles. L'idée, c'était de leur venir en aide, mais tout en maintenant cet aspect Bitcoin. C'est que nous ne voulions pas convertir le Bitcoin en dollars. Nous voulions juste leur donner le Bitcoin et permettre à ce qu'ils s'en servent disons pour subvenir à leurs besoins du quotidien. Et déjà, le premier blocage, à part les smartphones, c'est qu'il n'y avait qu'une boutique qu'on a un peu, je dirais pas forcé, mais c'est un peu ça, forcé à accepter Bitcoin comme moyen de paiement. Alors, c'était la boutique de ma mère, c'est que c'était déjà plus facile pour elle d'envisager faire cela parce qu'elle achetait déjà du Bitcoin bien longtemps, parce qu'elle était sensibilisée sur le sujet. Mais avec le temps, nous avons réussi à convaincre d'autres boutiques, mais qui se sont engagées dans l'initiative juste pour des besoins financiers. Je ne dirais pas qu'ils sont déjà très amoureux du Bitcoin, même si maintenant ils savent bien l'utiliser pour recevoir le paiement. Et bon, après, avec le temps, plus nous rencontrons les gens, plus nous continuons à les former, et plus il y en a certains, juste une poignée de personnes qui comprennent vraiment le Bitcoin et qui ont envie de pousser le sujet pour aller trop loin. Donc, c'est bien ça. Je n'ai pas encore lu le document de Bitcoin Beach, mais c'est vrai que l'idéal serait, ce qui n'a pas été notre cas, qu'il y ait déjà une initiative locale qui aide tous ces gens et que Bitcoin apparaisse juste comme un nouvel outil d'aide par opportunité et non comme un outil qu'on veut imposer aux gens. C'est vrai que c'est difficile de faire avancer les choses comme on le veut, tant que les choses ne marchent pas très naturellement. Et un autre problème, il est purement technique, c'est que il y a euh, cette nécessité d'avoir une infrastructure qui permet aux gens de convertir le Bitcoin en cash quand ils le veulent, hein. Par exemple, nous à Goma, c'est que bon, quand tu as 10 commerçants ou plus qui acceptent les paiements en Bitcoin, quand les gens viennent payer en BTC, ces gens-là ont besoin disons, les commerces ont besoin du cash pour aller s'approvisionner. Et quand il n'y a pas une solution très rapide qui leur permette d'échanger du Bitcoin, leur Bitcoin reçu en paiement directement en cash, ça diminue quelque part la confiance au sujet parce que sans cash, ils ne sentent pas qu'ils ont vraiment de l'argent sur eux. Il y a donc la nécessité, par exemple, pour nous, c'est que ce que nous disons avec notamment l'aide de Galoy ou l'utilisation de leur code, c'est nous voulons créer un wallet qui permet de sortir du Bitcoin vers le cash congolais via le mobile,
le mobile money. Donc, l'idée serait d'avoir ce wallet-là où il y a une sorte de stablecoin en dollars et qui peut être échangé contre du mobile money. C'est possible de lier le mobile money avec une telle application via, grâce à des API qui sont fournis par les téléphonies mobiles. Donc là, je crois avoir fait le tour. Je ne veux pas beaucoup continuer pour raconter ce qui se passe au Congo, mais voilà le contexte. Ce que je veux dire en bref, c'est que il y a toujours cette nécessité que les choses soient naturelles. On n'emmène pas une communauté vers Bitcoin par force, mais on peut la faire découvrir Bitcoin et avec le temps, si la vulgarisation se fait trop bien, elle-même, elle commence à s'habituer à l'outil, à comprendre son bien fondé. Voilà. Merci beaucoup ouais, pour ce témoignage. Effectivement, je pense que c'est assez clair. Et effectivement, c'est cool. Enfin, c'est intéressant de voir que tu es d'accord sur le constat de Bitcoin Beach, qui est que si les gens ont l'impression qu'ils peuvent pas facilement revenir à du cash, qui est ce à quoi ils sont habitués, bah, ils ont vraiment beaucoup plus de mal à faire confiance à Bitcoin et à se dire c'est bon, je peux utiliser ça comme moyen de paiement ou même conserver ou même comme enfin voilà comme conservation de valeur dans le temps. Parce qu'effectivement, tu te demandes, bah, est-ce que je peux toujours repasser en cash si jamais les quelques magasins qui l'acceptent décidaient d'arrêter de l'accepter. Euh, et du coup, sur les premières personnes qui avaient reçu les téléphones et du Bitcoin au tout début de l'initiative, euh, elles ont des retours un peu aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce qu'elles ont, est-ce qu'elles utilisent toujours Bitcoin ou est-ce que finalement ça a été une aide ponctuelle parce que pour rappel, enfin, le contexte est quand même assez différent de Bitcoin Beach. Là, on parle de venir en aide à des populations sinistrées suite à une éruption, alors que dans le cas de Bitcoin Beach, c'était différent. Du coup, est-ce que il y a eu un effet durable ou est-ce que c'était plus une aide ponctuelle au final et que ces personnes-là n'utilisent pas forcément Bitcoin aujourd'hui? Alors, alors, oh merde. Ok, là ça marche, je pense, vous m'écoutez. Alors je voulais dire ceci, l'initiative au Congo est quand même un peu particulière, mais pour ces gens-là, ça marchait pendant un certain moment parce qu'on faisait des dons chaque 2 semaines et petit à petit ils sont arrivés à bien utiliser leur smartphone et à utiliser également le Bitcoin. Alors, par exemple, pour nous, ce qui fait que l'initiative semble avoir un peu bloqué, c'est que, évidemment, nous avons eu d'autres boutiques qui acceptent les paiements à Bitcoin pour diversifier les possibilités pour ces gens-là de trouver ce dont ils ont besoin dans les commerces. Mais actuellement, par exemple, ce qui nous bloque le plus vient du gouvernement, où ben, le Congo, c'est un pays très particulier. Et à Goma, par exemple, on a des problèmes où le gouvernement veut que toute association qui veut venir en aide aux gens dans la ville ait une autorisation des ministères, je crois, le ministère des Affaires sociales. Et pour l'instant, c'est ce qui nous bloque. Donc, il y a plein d'associations qui ont fait des dons même de maisons, mais qui n'arrivent pas à y loger des gens. Donc, toutes ces choses-là ont été saisies par le gouvernement qui veut que tout le monde essaie de se conformer aux nouvelles règles. Donc, ça nous complique un peu la tâche parce que dernièrement, quand on a eu les boutiques, on voulait relancer la machine avec beaucoup plus de gens parce qu'au début, on aidait juste 12 personnes et on s'est vu un peu bloqué comme ça, difficile d'aller sur le terrain et de s'afficher. Et bon, la seule chance qu'on a eue, c'est que comme nous, on intervient en Bitcoin, on n'a pas eu nos fonds, les fonds destinés aux victimes être saisis. Donc, c'est ce qui bloque un peu l'initiative au Congo. Mais l'expérience Bitcoin a été très bonne. Je l'ai déjà partagé dans plusieurs podcasts. Les gens
ils sont un peu attirés par cet argent-là qu'ils reçoivent gratuitement ou presque, et cela les pousse à faire des efforts pour comprendre Bitcoin, savoir l'utiliser, et même dans les commerces, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de soucis, parce que les gens ont compris très rapidement, parce qu'il y a cet incentive-là en termes d'argent, et évidemment, pour les aider, nous, on pouvait facilement convertir tout l'argent reçu dans les boutiques en Bitcoin dès qu'ils font la demande, les commerçants. Donc voilà, la première étape s'est bien passée, mais maintenant là, nous sommes un peu coincés. Espérons que ça va pas tarder à continuer. Comme ça, on aura l'occasion de partager beaucoup plus d'expériences en ayant déjà une longévité sur le temps, mais là, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a déjà cette chance-là. Ok, bah, super intéressant en tout cas. Merci beaucoup, Gloire. C'est assez Merci à fou vous. d'apprendre que c'est le gouvernement qui bloque un peu les tentatives d'aide, quoi. Mais ok, Ouais. super. Bah, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez envie d'intervenir sur le sujet. Donc ça peut concerner plus spécifiquement Kivé Clair, ça peut concerner Bitcoin Beach ou ce genre d'initiative de manière plus générale. Mais Fanny, si tu le permets, je voudrais quand même ajouter un truc qui c'est aussi c'est juste pour revenir sur la nécessité de permettre aux gens de convertir en dollars quand ils le souhaitent. Par exemple, nous, on a été vraiment affectés par la chute du cours du Bitcoin. C'est que c'est bon, on aime bien Bitcoin, mais on peut l'avouer que sur le court terme, c'est aussi un actif très instable. Par exemple, nous, on a réussi à lever autour de 20 000 dollars, on a fait pas mal de choses, mais au bout d'un moment, on a un budget qui a été coupé presque par trois, hein, par deux et demi, quelque chose comme ça. Et imaginez ça pour quelqu'un qui tient un commerce et qui n'est pas forcément très amoureux du Bitcoin sur le long terme. Ça peut démoraliser les gens et les pousser à beaucoup plus se méfier encore. Déjà, nous, on a du mal à tenir notre plan initial comme il était prévu, juste parce que le cours du Bitcoin a beaucoup chuté derrière. Donc ça, c'est aussi un élément très important. Ouais, complètement. La volatilité à terme, c'est très compliqué. Et ils en parlent pas mal, effectivement, dans le retour d'expérience de Bitcoin Beach, où justement c'était une partie importante de ce que faisaient les gens qui menaient l'initiative, qui était d'essayer d'absorber un peu cette volatilité de court terme en permettant justement de convertir rapidement, en mettant en place du cashback pour essayer de rendre l'utilisation de Bitcoin plus intéressante. Voilà, ce genre de choses. Effectivement, ouais, ça a l'air d'être un point crucial pour ce genre d'initiative. Ben merci encore, Gloire, du coup. Et je vois qu'il est déjà 7h moins le quart, donc on va peut-être glisser tranquillement vers le troisième sujet. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez d'autres trucs à ajouter sur ce sujet-là, ben, à prendre la parole, c'est le bouton en bas à gauche. Et sinon, on enchaîne. Et donc, le troisième sujet, concerne l'émergence d'un marché de capitaux, et donc un marché de liquidité sur Lightning, et donc via Lightning au niveau de Bitcoin. Euh, En gros, on en avait déjà parlé, il me semble, quand on parlait de pool et quand on a un peu parlé de magma, et on va voir que c'est très relié enfin, notamment à magma, euh, donc dans des épisodes passés de l'entonnoir. En gros, l'idée, c'est que sur des marchés de capitaux, donc c'est des marchés voilà, où en gros il y a des formes de prêts d'argent, c'est important d'avoir une courbe des taux si on veut attirer beaucoup de volume. Donc si on veut qu'il y ait beaucoup de prêteurs qui viennent sur un marché, il faut qu'il y ait une courbe des taux assez claire pour que les personnes qui ont beaucoup de volume, euh, donc c'est souvent des entités comme des banques par exemple dans la finance traditionnelle, se disent là je peux faire 3% et les risques que j'estime sur ce type de marché sont tel risque et tel risque.
Et donc comme ça permet à l'institution financière de faire son calcul coût-bénéfice et de voir si elle veut les mettre à disposition du capital sur un tel marché. Et c'est vrai que sur Lightning, on manquait un peu d'une telle courbe des taux. On pourrait se dire qu'on pourrait faire une courbe des taux en regardant un peu sur les nœuds Lightning, combien est-ce qu'ils doivent payer en frais pour ouvrir les canaux, et puis combien est-ce qu'ils récoltent en frais de routage. Mais il y a deux gros problèmes quand on veut faire ça. Le problème numéro un, c'est la disponibilité des données. Ça requerrait que les disponibilité à disposition leurs données du reste du public, ce qui est un peu plus le cas maintenant, mais ce qui était beaucoup moins le cas avant. Ensuite, le problème, c'est que un canal peut être fermé du jour au lendemain pour X ou Y raison. Et donc, il n'y a pas vraiment de notion de notion bien définie de temps lequel la liquidité est bloquée dans un canal donné pour fournir un rendement donné. Et ça, c'est le temps, c'est un facteur, c'est l'un des deux facteurs importants d'une courbe des taux. Et donc, il y avait ça qui manquait. Ce qui pallie ce qui partiellement ce manque, c'est l'existence de marketplaces comme Magma aujourd'hui. Donc Magma, on en avait parlé, c'est une marketplace de location de canaux qui a été lancée par Amboss. Donc en gros, c'est possible pour n'importe qui de soit proposer un canal avec de la liquidité entrante, soit de venir en acheter un. Et donc en gros, la personne qui fournit la liquidité s'engage à garder le canal ouvert pendant au moins, euh, par exemple, 3 mois ou 6 mois ou quelque chose comme ça. Et donc ça permet et en échange, pardon, la personne qui loue le canal, elle paye un certain montant pour acheter le canal, et montant qui a une partie fixe et une partie qui dépend de la capacité qu'elle achète. Donc un canal avec 3 millions de Satoshi coûtera moins cher qu'un canal de 10 millions de Satoshi, par exemple. Et ça a permis, ça commence à permettre, on va dire plutôt, de créer une courbe des taux sur Lightning, sur la liquidité sur Lightning, où on peut voir, et donc notamment une institution financière pourrait voir combien elle peut espérer en rendement sur une certaine période donnée, en fonction de la liquidité qu'elle veut allouer, du type de canaux qu'elle veut ouvrir, donc en fonction de la capacité, en fonction du temps pendant lequel le canal doit rester ouvert et ce genre de choses. Ce qui pourrait permettre d'attirer in fine plus de liquidité sur Lightning, puisque les rendements sont beaucoup plus clairs. Et l'analyse de risque, elle est assez connue. Effectivement, le profil de risque de louer de la liquidité sur Lightning est relativement clair et facile à analyser. Donc voilà, ça c'est le. Vas-y, John. Ouais, Non, non, je peux laisser finir. Je ne sais pas si tu avais fini ou pas. ouais, pour cette introduction, j'avais fini. Ouais. Du coup, ouais, je suis un peu perplexe, en tout cas, ce qui en est pour Magma. Moi, ce que je constate, c'est que c'est encore pas très liquide. Alors, je me suis pas tenu à jour un peu de l'évolution des offres, mais l'avantage sur Magma, c'est que on peut voir en fait euh, combien tel opérateur de nœud a vendu de canaux, et concrètement, bon, ça, il n'y en a pas énormément. Et c'est souvent les mêmes. Et ce qui marche plutôt bien, c'est que si cet opérateur de nœud il a de la visibilité, s'il est déjà connu, je prends le cas de Zero Fee Routing qui s'est fait connaître sur Twitter, il a forcément plus. Euh, il va forcément avoir plus de ventes que qu'un John Unchained, par exemple. Je vais faire mon rageux. J'ai un problème technique. Ça marche. Oui, effectivement, il y a toute cette dimension de réputation qui joue sur le fait que effectivement quelqu'un qui est vraiment connu, qui a une réputation établie, va pouvoir plus facilement louer ses canaux. Donc ça veut dire qu'il va remporter plus d'offres. Et en plus, il pourra sûrement louer sa liquidité avec des tarifs un peu plus élevés parce que les personnes ont l'assurance qu'au moins ils en auront pour leur argent, comparé à un John Unchained que personne connaît et on ne sait pas trop s'il va pas nous scammer, quoi. Pour donner un exemple.
Effectivement, c'est vrai. Et c'est vrai qu'effectivement, et je pense que d'ailleurs les deux auteurs de l'essai le reconnaissent volontiers. Aujourd'hui, on est vraiment au tout début. En fait, c'est dire que ça va permettre de voir une vraie courbe des taux sur la liquidité les plaies en Bitcoin. C'est vraiment, c'est presque de la prospective aujourd'hui. Parce qu'effectivement la liquidité est pas forcément là, mais au moins en fait ce sur quoi ils insistent beaucoup, c'est que ça apporte une certaine standardisation dans la manière dont est calculé le rendement. Euh, Parce qu'en gros c'est beaucoup plus clair quoi. C'est-à-dire que je bloque 2 millions de satoshi pendant au moins 3 mois et ça me rapporte 1,5% sur ces 2 millions de satoshi. Et donc là voilà, on a vraiment quelque chose qui est standard et avec quoi on peut bah, calculer proprement des bénéfices-risques, faire une courbe des taux, etc. Alors que clairement, c'était pas vraiment le cas avant. Ouais, mais justement, Euh, regarde. Là, tu prends une personne, si elle se base sur cette métrique. Alors, je sais pas si du coup tu sors une métrique qui est réelle, si tu l'analyses, mais moi, je garantis qu'une personne qui met 2 millions de Satoshi demain sur Lightning, il va jamais avoir 1,5% de. Enfin, c'est pas du tout réaliste, quoi. non, Tu vois? c'est en les mettant sur Magma. Pour le coup, Oui, la mais donnée, elle même, est non, extraite non, de Magma. Donc... pardon. Tu m'entends? J'ai un. Ouais, Allô? ouais, je t'entends. J'ai un petit problème technique. Non, non, justement, même sur Magma, tu arrives, tu poses 2 millions de Satoshi, tu as un nœud qui est. T'as juste 2 millions de Satoshi, tu fais rien sur Magma, quoi. Enfin, clairement, hein, tu peux faire Du- l'expérience. Moi, je l'ai déjà fait. Tu tiens pas ça, quoi. Donc, je pense qu'il doit y avoir des gros biais parce que- dans la mesure et il faut vraiment raison Ok. garder sur. Parce que par exemple, tu as les problèmes de réputation, c'est ça? En gros, les gens, ils vont pas te faire confiance au début et tu auras du mal à Oui, mais. effectivement mettre. Oui, oui, tu poses ton truc, tu, tu laisses. C'est-à-dire que tu as déjà un nœud qui est capitalisé. Hein, tu n'arrives pas avec. T'arrives pas avec zéro, hein. Parce que sinon, là, enfin, ça servira strictement à rien. Et tu poses tes 2 millions et les gens, ils voient en fait que tu es en capacité de pouvoir fournir jusqu'à 2 millions et jamais personne ne regardera ton offre, quoi. À côté, tu as justement, t'as des fournisseurs comme Zero Key Routine qui ont encore beaucoup de capacité à vendre, qui ont de la liability et qui vont passer devant toi, clairement, même si tu es moins cher qu'eux, hein. Ok, mais donc ce que tu veux dire, c'est que peut-être pour quelqu'un qui a pas beaucoup de capacité à fournir, ça vaut pas le coup. Mais est-ce que tu penses que par exemple un nouvel acteur un peu qui a pas forcément encore de street cred, mais qui arriverait avec pas mal de liquidités à fournir sur le marché, lui pour le coup ça pourrait l'intéresser et il pourrait vendre Hum, éventuellement. Ça me paraît difficile parce qu'admettons qu'il ait vraiment beaucoup de. Genre, il arrive, il a 5. Il dit, je vais mettre 5 bitcoins. Voilà. Je mets 5 bitcoins. Probablement que il est, entre guillemets, il les bloque sur Magma, même si le terme bloqué est pas. On va dire que c'est alloué. C'est alloué par ça. Il n'arrivera jamais à utiliser ces 5 bitcoins en- pour vendre des canaux, quoi. Parce que c'est pas assez, le marché n'est pas encore assez liquide, quoi. Ok, ouais, ouais, je vois très bien. Non, c'est intéressant d'avoir ton avis, effectivement. En fait, c'est Ouais, encore très tôt. C'est un ouais. premier pas dans une certaine direction qui permet effectivement d'avoir une vraie courbe des taux, mais on est beaucoup trop tôt aujourd'hui Ouais, ouais, pour puis avoir en un vrai fait, truc. faut se dire qu'en face, tu as des trucs gratuits comme PlanNet, par exemple, où quand tu arrives de nulle part, euh, tu vas être tu vas être, pardon, excusez-moi, tu vas être en concurrence avec des offres gratuites et viennent de la plèbe et dans le moto Bitcoiner, bah, ça joue aussi. Tu as des Bitrefill, tu as des vendeurs de channels qui ont peut-être plus de visibilité, qui sont plus simples à utiliser qu'une marketplace. Et que c'est pas forcément évident que. Faut peut-être attendre encore un peu de temps, euh, qu'il y ait vraiment plus de gens qui regardent Magma ou Pool ou Ads
Pour se dire, bon, bah ouais, il y a un besoin de créer un marché de l'offre et de la demande sur la liquidité. Et pour moi, ça ne me semble pas encore évident, quoi. Yes, ok, ok, je vois. Et non, très intéressant. Euh, bah voilà. Du coup, enfin, moi aussi, je n'ai pas beaucoup plus à dire sur le sujet. Un autre truc intéressant dans l'article, c'était, mais là encore, c'est de la prospective, c'est ce que Taro va permettre d'apporter, puisque Taro, on l'a déjà dit dans cette émission, va utiliser la liquidité qui est déjà dans des canaux Lightning pour faire transiter d'autres assets, ce qui va du coup augmenter l'utilité du capital déposé dans des canaux Lightning. Mais bon, là, on est encore plus dans de la science-fiction encore, même si Taro arrivera sûrement, hein, ça, il n'y a pas de doute, mais la question, c'est plus à quel point ça sera utilisé et à quel point ça va vraiment avoir un effet sur l'attractivité du capital qui serait déposé dans des canaux. Tiens, d'ailleurs, en aparté, on parle de tarot, dommage que Guillaume ne soit pas là, mais j'y repense, mais il y a un truc qui est en marge des hosted channels, qui s'appelle les Fiat Channels, et qui font en fait des sortes de channels Fiat, donc hosted, et je l'avais complètement oublié. Et je suis désolé, vous entendez mon fils à côté. Euh, et donc, bon, a priori, Taro prendra le pas dessus, mais bon, on va dire que ça existe déjà, en fait, les Fiat Channel. Ouais, après, c'est des mécanismes un peu différents, même s'ils peuvent être complémentaires. Là, ce dont tu parles, effectivement, c'est les standards SATS. Enfin, c'est l'entité standard SATS qui les propose et où l'idée, c'est d'avoir un espèce de wallet où tu as des dollars synthétiques qui sont obtenus en te hedgeant par rapport à l'évolution du prix du Bitcoin pour essayer de conserver une balance totale qui soit à peu près fixe en dollars. Mais et effectivement, ensuite, tu peux, quand tu veux transacter, ben au final, tu as toujours eu uniquement des satoshi. En fait, c'est juste que tu trades en fait en temps réel pour essayer de conserver une valeur en dollars constante. Et donc, tu utilises effectivement in fine uniquement du satoshi. Ça, je suis assez curieux de voir à quel point ça marche bien parce qu'il y a plein d'effets enfin, de friction à plein d'endroits. Voilà, je suis pas convaincu encore que ça marche pas comme c'est espéré, mais effectivement, c'est un truc assez intéressant pour obtenir un semblant de stablecoin sur Lightning, tout en conservant tout le reste des propriétés de Lightning en termes de transactions, par exemple. Voilà, voilà, il est 19h, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, bah, on peut s'arrêter là, je pense. Merci à tout le monde, en tout cas, d'être venu prêter une oreille à nos élucubrations sur Bitcoin et sur Lightning. Je vais remplacer Roxy au pied levé. Si vous regardez l'émission sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le joli pouce bleu vers le haut. Si vous voulez nous rejoindre en direct sur Twitter, donc c'est le dimanche soir à 18h sur les Space Twitter, ça vous permettra en plus d'intervenir directement si vous le souhaitez pour faire vos commentaires ou poser vos questions. Et on se retrouve du coup dimanche prochain à 18h sur Twitter. Merci à tous et très bon dimanche. Bisous. 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 Et merci Fanny d'avoir cargué le space. Cœur, bisous. Cœur. Bisous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!